Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle thématique de notre cycle Interférence, cycle de table ronde qu'on vous propose, que Saisie Nanterre vous propose. C'est la toute première année. On a commencé en novembre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc c'est un cycle de table ronde une fois par mois, mi-mois à peu près, comme vous pouvez le voir sur les dates juste ici. Une table ronde thématique avec 8 thématiques différentes qui correspondent à des thématiques d'actualité, correspondant aussi à nos formations qu'on propose sur Saisie Nanterre, qui sont portées par nos équipes, donc au niveau de l'organisation et du choix des intervenants, du choix des sujets également. Donc notre département système d'information, notre département BTP, notre département RH Management et aujourd'hui une thématique industrielle, donc portée par Monsieur Guillemot que j'introduirai dans très peu de temps et qui va mener cette table ronde. Donc l'idée c'est évidemment de vous apporter des connaissances pour les apprenants qui sont là aujourd'hui, mais également d'être un moment d'échange, de partage, de bonnes pratiques. L'idée d'interférence, le plus-value d'interférence, ce qu'on essaye en fait de vous apporter, c'est le côté opérationnel de ces thématiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer sur des stratégies à très long terme, mais plutôt qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les idées qu'on peut mettre en place pour les jeunes qui rentrent dans le milieu professionnel dans très peu de temps, mais également pour nos professionnels, nos tuteurs, nos partenaires et évidemment l'ensemble des personnes intéressées par la thématique. Donc, comment ça va se passer ? Donc, on va avoir une première introduction générale sur le sujet, présentée par Monsieur Guillemot, aujourd'hui présent. Et nous allons avoir après 4 intervenants qui vont pouvoir justement débattre, échanger sur plusieurs sujets. Ça sera à la fois en présentiel avec les personnes, merci à vous d'être là aujourd'hui, mais également diffusé sur la chaîne Twitch, où de nombreuses personnes nous suivent. Et n'hésitez pas, je vous le dis, à diffuser l'information. Il va y avoir à 19h15 une séquence de questions-réponses. Donc là, c'est à vous d'intervenir, que ce soit en salle. Donc moi, je serai là avec un micro. N'hésitez pas à lever bien haut la main, que je puisse vous apporter le micro, puisque tout passe par le micro. Et vous qui nous regardez aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions, alors plutôt en fin de séquence, mais vous pouvez également tout au long poser vos interrogations, vos remarques, et nous avons un collaborateur qui sera là pour récolter toutes ces informations et pouvoir prendre la parole pour vous. Je vous remercie donc encore d'être là aujourd'hui pour la thématique qui suit. Marche pas ton truc ? Voilà, donc aujourd'hui on va parler ville productive. Je ne vais pas rentrer dans le sujet évidemment, je vais juste introduire Monsieur Guillemot. Monsieur Guillemot qui aujourd'hui va animer la table ronde et faire l'introduction de la thématique, qui est responsable du département de l'ensemble des formations, industries et services sur Saisie Nanterre, mais également directeur de l'Institut de la réindustrialisation. Merci à lui d'être là et je lui passe la parole. Merci à tous. Merci, peut-être. Oui, vous m'entendez ? C'est bon. Bonsoir à vous qui vous êtes déplacés pour venir nous voir aujourd'hui, ce soir, sur cette thématique. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur Twitch et qui nous suivent en direct. Donc, quelques mots. Alors, moi, je suis effectivement Gwenaël Guillemot, je suis le responsable du département industrie et je dirige un institut qui s'appelle l'Institut de la réindustrialisation. Et une des thématiques sur lesquelles on travaille, c'est cette fameuse réindustrialisation. Réindustrialisation, faut-il réindustrialiser notre pays ? Où est-ce qu'on en est ? Je vais vous présenter quelques slides parce que sur une table ronde, ce qui est intéressant, c'est les discussions ou les présentations qu'on aura tout à l'heure avec notre panel que je vous présenterai à la fin de ma présentation. Je vais pas prendre la parole très très longtemps, allez, une quinzaine de minutes, mais pour donner quelques éléments de réflexion, quelques éléments d'accroche. Alors, on va partir déjà de définition pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Et quand j'interroge les gens sur ces différentes définitions, on n'a pas toujours les mêmes réponses. Alors,
Je vais vous donner la définition de l'industrie, selon l'INSEE. Activité économique combinant des facteurs de production pour produire des biens matériels destinés au marché. Voilà, ça c'est la beauté de l'industrie. L'industrie est capable de prendre un tas de sable, de prendre du caoutchouc, de prendre des minéraux de fer et d'en faire des voitures. De façon très simplifiée, bien sûr, mais voilà, c'est ça l'industrie. Alors là, vous avez quelques exemples d'industrie en France. La première est depuis longtemps, et ça reste toujours en l'état, c'est l'industrie agroalimentaire. Et après, c'est très morcelé. Il y a deux ou trois industries qui n'apparaissent pas. Alors l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique, mais l'industrie aéronautique, c'est quelques pourcents aussi. Et après, en fait, le gros des troupes, c'est plein de petites industries et autres. Et alors petites, des secteurs différents. Donc l'industrie, c'est ça. L'industrie, c'est produire, et si possible, produire en masse. Alors l'industrie aéronautique, c'est aussi unitaire, mais c'est la première définition. La deuxième, pour être clair, c'était l'artisanat, parce que la ville productive, c'est-à-dire produire ici, la frontière entre artisanat et industrie, des fois, est un peu floue. Ça, c'est la définition officielle de l'artisanat. Les personnes physiques ou morales qui ne regroupent pas plus de 10 salariés, et surtout, c'est figurant sur une liste établie par décret. Donc l'artisanat est réglementé en France. On devient artisan plombier, on devient artisan maçon, mais on ne peut pas être artisan dans d'autres domaines. Les autres domaines, c'est plutôt des start-up, des entrepreneurs, des TPE et autres. Et la dernière définition, puisqu'on va en parler aussi, c'est l'emploi productif. Alors c'est une notion nouvelle, pas tout à fait nouvelle. Il y a des gens qui, par exemple, M. Craig qui a travaillé dessus, c'est l'emploi productif en dehors de l'industrie. Et il y a beaucoup d'emplois de techniciens, d'ouvriers, d'ingénieurs, des choses que l'on connaît ici, qui ne sont pas forcément répertoriées dans l'industrie. Alors là, je vous ai mis la logistique, la maintenance, l'économie circulaire. Je vais vous donner un exemple. Une des plus grosses entreprises industrielles, enfin, moi que je considère comme industrielle en Ile-de-France, c'est Air France Industrie. La maintenance des réacteurs d'Air France d'Air France, mais pour pas mal de compagnies aériennes, qui est à Orly et à Roissy. Ils sont de nombreux à travailler sur la maintenance, qui est un métier industriel. Air France Industrie n'est pas une entité à part entière, est rattachée à Air France, et donc est répertoriée par l'INSEE, quand on travaille dessus, comme entreprise commerciale. Et donc on a un gros volume, par exemple, d'ingénieurs et de techniciens qui ne rentrent pas du tout dans les statistiques ou autres de ce type de métier. Alors, là aussi, je m'excuse pour ceux qui connaissent un peu plus l'industrie que ça. Ça va être d'une façon très schématique. La problématique, et pourquoi cette problématique, là, vous avez un schéma d'entreprise. Pour faire simple, on part de loin, mais une entreprise, ça va être des flux entrants, matières premières, des composants avec des sous-traitants. Ok, rien de neuf. On va avoir des produits finis, des composants ou autres avec des clients, notamment des clients qui peuvent être des industriels, qui peuvent être des particuliers. On a dans l'entreprise aussi, qui sort de l'entreprise, des effluents. Ça peut être aussi pour l'intégration d'une entreprise dans un milieu urbain quelque chose de problématique. Alors là, j'ai mis effectivement la fumée, mais c'est aussi des eaux usées et un certain nombre de choses. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Une entreprise industrielle, pour fonctionner comme toutes les entreprises, a besoin de compétences. Donc si on veut produire ici, il va falloir un accès aux compétences. L'information, souvent oubliée, mais pour produire maintenant, tout effectivement est lié à Internet. Donc il faut un réseau stable, il faut des accès, bien sûr, à toutes ces informations. D'une façon très schématique, ça c'est une usine de production. Et puis la problématique que l'on a, c'est que ça, c'est ancré dans un milieu urbain avec des habitations particulières, des HLM, etc., avec des monuments historiques. On aura peut-être un exemple tout à l'heure lors de la table ronde où on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on a ce genre d'établissement à côté. Et plein de choses. Là, j'aurais pu mettre
les accès aux autoroutes. Voilà. La problématique que l'on va essayer d'aborder ce soir, c'est ça, c'est comment intégrer une usine de production schématique dans un milieu urbain. Alors, avant de parler de ça, quelques mots sur l'industrie au global, parce que effectivement, intégrer l'industrie, c'est peut-être bien, mais pourquoi intégrer l'industrie? Donc déjà, l'industrie en France, c'est à peu près 10-11% du PIB. Bon, par rapport à l'Allemagne, vous voyez qu'on est qui flirte aux alentours des 20%. On est un peu loin, on est moins industrialisé que l'Allemagne, entre guillemets. On est là, sur la petite courbe bleue. Donc, on a vécu effectivement depuis très longtemps une désindustrialisation. Un petit message d'espoir. Depuis quelque temps, ça rebondit. Alors, est-ce que ça rebondit vraiment? On verra peut-être tout à l'heure. D'autres éléments. Alors, je vais passer rapidement sur quelques causes de désindustrialisation, mais surtout qu'on en aura peut-être d'autres après. Historiquement, c'est pas forcément encore vrai, mais historiquement, on avait un positionnement moyen de gamme sur pas mal de produits de grande consommation produits en France. C'était un choix effectivement, un choix structurel. Hein. Là, il y a un véhicule que certains d'entre vous ont peut-être conduit ou possédé, qui était typiquement moyen de gamme, parce que le marché français, le marché européen, les marchés visés par les constructeurs à l'époque correspondaient à ce type de créneau. Contrairement à d'autres, hein, l'Allemagne, par exemple, a préféré se positionner sur le haut de gamme il y a très très longtemps avec les Porsche et autres. Et en termes d'exportation, il n'y a aucune commune mesure entre les exportations des véhicules allemands et des véhicules français. Alors, il y a aussi quelque chose, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une désindustrialisation tout simplement parce que les ingénieurs et les techniciens et les ouvriers ont été performants ces dernières décennies, et ceux qui en performance industrielle pure, hein, avec les outils du Lean, ce qui prenait beaucoup de temps à un moment donné, on est capable de le faire maintenant avec la robotisation et plein de choses en moins de temps. Notre fameux visionnaire qui revient souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Tchuruk, qui était donc le patron d'Alcatel au début des années 2000, et il y avait tout un mouvement, c'était pas le seul, hein, à proclamer cela, c'est il faut que la France devienne un pays sans usine, puisqu'on va produire ailleurs et nous on va vendre des services. Donc Alcatel, qui en 2001 était un industriel avec à peu près 150 000 salariés, maintenant ils sont toujours vivants avec 2 ou 3 000 salariés. Mais c'était important puisque ça a été une vision politique qui a été portée pendant de nombreuses années. Et si vous regardez la dernière fois qu'on a eu un ministre issu de l'industrie, je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai la solution, j'ai la réponse, mais je vous laisse réfléchir. Et c'était il y a très, 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 très longtemps. Et si vous regardez la représentation de l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup d'industriels dans le lot. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui sera évoqué à un moment donné. Et les causes de désindustrialisation très, très récemment, là, c'est le prix de l'énergie qui a augmenté. Donc là, c'est quelques exemples de désindustrialisation, hein, c'est un mix de tout ça. Quelque chose d'important, la désindustrialisation depuis 30 ans, c'est surtout ça. C'est surtout un outil productif qui est devenu obsolète, qui n'a pas été remplacé, où on n'a pas forcément investi. Et ça, c'est la plus grosse partie des fermetures d'usines depuis des décennies. Alors, l'autre question, c'est ok, on veut réindustrialiser, mais pourquoi réindustrialiser? Alors là aussi, c'est très schématique hein, comme raisonnement, mais je vous parlais d'importation, d'exportation. Tout simplement, l'industrie fait partie de la balance commerciale de la France. Moins 99 milliards en 2023, moins 162 en 2022. En 2024, ça n'a pas l'air fantastique, même si on est en excédent par rapport à certains pays, comme les États-Unis, il faut le rappeler. La balance exportation-importation en France est négative. Et donc, l'industrie est un moyen, justement, de produire en France
d'exporter et de faire vivre notre économie pour pouvoir payer après la santé, les universités, etc., notre système social. C'est un point important et on parle beaucoup d'industrie. C'est pas forcément pour faire beau dans le paysage et que certains d'entre nous puissent s'éclater dans ce milieu-là. Il y a vraiment un intérêt industriel, un intérêt économique à promouvoir l'industrie dans un pays. C'est un choix, hein, c'est un choix. Je dis toujours, fin des années 70, la Suède, par exemple, les plus gros exportateurs en Suède, c'était en 3 Ericsson avec les téléphones, c'était Volvo en 2 et c'était le groupe ABBA, pour ceux qui connaissent, en 1. Donc voilà, c'est une autre vision. Mais moi, je fais partie, et puis je pense qu'il y en a un certain nombre ici qui partagent cet avis, c'est que si on veut réduire le déficit commercial, l'industrie est un excellent moyen. Alors, ok, il y a un point économique, il y a aussi un point social dans son ensemble. L'industrie, c'est une spirale vertueuse. Quand vous avez, ça a été démontré, hein, quand vous avez un siège social avec des laboratoires de recherche, ça entraîne effectivement à côté ce qu'on a ici, hein, des universités, des écoles d'ingénieurs ou autres, avec un terrain propice à l'innovation, aux startups, aux PME, qui vont donner à leur tour lieu à des nouvelles usines, etc., etc. Donc quand on a de l'industrie, on a un écosystème qui vit. Et là, même si ça date un peu, parce que j'arrive pas à retrouver les données plus récentes, mais le schéma est toujours valable, on a déjà démontré que la création d'un emploi industriel permet de créer à côté beaucoup d'emplois, dans les commerces, dans les différentes structures. Donc voilà schématiquement quelques réflexions sur la réindustrialisation. Alors je vais essayer d'aller plus vite. La question en Île-de-France. En Île-de-France, on perd des emplois industriels. Il y a une désindustrialisation de l'Île-de-France et c'est peut-être un sujet. Donc 14 000 emplois sur la décennie passée. Là, vous avez les différents territoires. Donc l'Île-de-France est séparée en différents territoires. Et puis là, vous voyez que sur tous les territoires, entre 2019 et puis 2013, tous les territoires à peu près ont perdu des emplois industriels. On assiste à une désindustrialisation de la métropole du Grand Paris, tout ce qui nous entoure. Il y a de moins en moins d'entreprises. Un petit message d'espoir quand même. On mesure, avec l'Institut, on mesure les investissements industriels dans le monde et on a fait un classement des différentes régions. Et on s'aperçoit quand même que l'industrie, les investissements industriels en Île-de-France sont pas si maigres que ça, puisque c'est une des régions où on investit le plus au monde. Alors après, quel secteur ? Là aussi, c'est juste pour vous donner une petite idée des secteurs dans lesquels on peut investir. Là, c'est juste un classement qu'on a fait en voyant les établissements de la métropole du Grand Paris. On est allé les voir et puis on a discuté avec eux qu'est-ce qu'ils mettaient en avant comme secteur d'activité en développement. On a l'innovation, l'entrepreneuriat qui apparaît tout le temps. On est très fort sur la santé, le pharmaceutique, le développement, la recherche sur différents sujets, avec le Paris-Saclay Cancer Campus. Je ne sais pas si c'est exactement ça dans le bon ordre, mais voilà, sur la pharmaceutique, on est très très bon. Sur l'agroalimentaire, c'est quelque chose aussi où on a des choses à dire. Et puis après, voilà, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels l'Île-de-France excelle. L'Île-de-France reste la principale région en France pour l'aéronautique, devant Toulouse, et de loin. Pour alimenter la réflexion, donc, en Île-de-France, on a... là, c'est une cartographie. Ces dernières années, les différents gouvernements ont mis en place différents projets. Donc, il y a eu France Relance à la suite du Covid. Là, maintenant, il y a France 2030. C'est un plan d'investissement national et qui labellise des territoires. Et vous voyez que tout autour de la périphérie de Paris, le Grand Ouest et le Nord, là, vous pourrez voir où sont nos invités, sont labellisés territoires d'industrie. Ça veut dire que là, il y a une réelle réflexion pour développer l'industrie sur ces territoires. Mais vous voyez qu'il y a quand même une couronne
Nanterre, Clamart, Paris, et puis tout l'est de Paris, quand on va les voir, ils ne se positionnent pas forcément sur un développement industriel. Juste pour donner un exemple sur l'industrie automobile, ce qui s'est passé. Ici, là, vous êtes sur un site industriel automobile. Avant, il y avait, c'était, je sais plus, c'était un constructeur automobile des années 60 qui était ici, sur les bords de Seine, à Nanterre. Bien sûr, il y a Aulnay-sous-Bois, il y a Boulogne-Billancourt qui étaient des sites industriels qui ont tous été fermés. Et maintenant, l'industrie automobile ça rassemble sur l'ouest parisien. Et une des problématiques qu'il y a, par exemple, c'est OK, ils sont partis là-bas parce que là-bas, il y a de l'espace, il faut de l'espace pour produire et faire des usines automobiles. Les entreprises qui les accompagnent, notamment les bureaux d'études, ne sont pas forcément allées là-bas. Elles sont restées beaucoup plus proches de Paris parce qu'elles se sont dit, les jeunes techniciens et les jeunes ingénieurs qu'on veut embaucher, ils préfèrent habiter à Paris ou proche de Paris. Et donc ça pose un problème logistique, par exemple, entre comment envoyer ces ingénieurs, ces techniciens qui veulent rester à Paris, alors que les bureaux d'études, les sites de production sont dans l'ouest de Paris. On parlera peut-être de la problématique du foncier, problématique importante sur Paris. Pour faire des sites industriels, il faut de la place, du terrain. Le chiffre que je peux vous donner, c'est on a de la place, mais pas suffisamment de place pour répondre à l'intégralité du besoin. Et en ce moment, sur la grande couronne parisienne, il y a un certain nombre de friches industrielles, d'anciennes gares, d'anciens sites industriels qui sont recyclés, qui sont dépollués pour pouvoir accueillir des nouvelles structures industrielles. Ceci dit, beaucoup de communes sont en réflexion permanente et par rapport à la valorisation d'une entreprise industrielle et ce qu'on pourrait faire en faisant des bureaux, en faisant du tertiaire ou autre, ou du résidentiel, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins risqué de s'investir dans ce type d'activité plutôt que d'accueillir des sites industriels. Et voilà. Donc l'industrie, pourquoi pas, mais est-ce qu'on veut de l'industrie ici? En fait, toujours pareil, l'industrie, on la veut, c'est comme les éoliennes, on la veut, mais très très loin. Alors on a eu des exemples effectivement qui étaient négatifs, que ce soit AZF, que ce soit Lubrizol, une entreprise qui était dans les centres-villes, mais qui ont eu des accidents. L'industrie dont on parle actuellement, c'est plus cette industrie-là. Les industries à risque comme ça, Céveso ou autres, les sites ont été pour la plupart déplacés et les nouveaux sites industriels qui apparaissent, ce sont des sites qui présentent pas ce type de risque. Je présente ça parce que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui est quand même assez présent. Après, je vous questionne sur autre chose. Ça, c'est une image d'une entreprise qui s'appelle Bridor qui voulait faire une entreprise, une usine de production alimentaire en Bretagne, pas très loin, enfin dans une ville bretonne. En 2017, ils avaient toutes les autorisations pour ouvrir ce site, qui n'a jamais ouvert parce que la population locale n'a pas voulu qu'une usine vienne dans son jardin. Donc ça nous interroge tous. Ok, on veut bien de l'industrie, mais est-ce que vous êtes prêts à avoir de l'industrie juste en face de chez vous? Je ne vous demande pas de réfléchir et de répondre à la question, peut-être tout à l'heure. Pour conclure, alors, pour intégrer l'usine en milieu urbain, il y a déjà eu des choses qui ont été tentées, par exemple en Ile-de-France, peut-être que ce sont des solutions. Là, vous avez à Montreuil un bâtiment qui s'appelle usine Mosinor, qui a été identifié. C'était un architecte qui a identifié ça en mettant une autoroute construite sur plusieurs étages et qui permettait l'aspect logistique de plusieurs usines, d'un site de production. Donc le bâtiment n'abrite plus d'entreprise industrielle depuis longtemps, mais le bâtiment existe toujours. Maintenant, c'est devenu un établissement accueillant des startups et autres. Autre exemple, ce qu'on pourrait imaginer, c'est verticalement, ça c'est un bâtiment, donc c'est une entreprise qui faisait partie du groupe Eaton, qui était un groupe industriel américain qui a été racheté après et qui produisait pour l'industrie automobile au milieu de la principauté de Monaco.
Donc il y a déjà des choses qui ont été tentées, la production sur plusieurs étages avec des ascenseurs prévus pour cela. À l'extrême, on peut aller sur ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'on veut aller vraiment vers là ? Ça, c'est ce qu'on voit émerger en Chine. Hein. On l'a vu émerger, on le voit émerger. Voilà. 26 étages, 650 000 places. C'est une ferme d'élevage pour les cochons. Les Chinois commencent à réfléchir à ce type d'usine verticale. Alors là, s'ils sont partis dans l'extrême, ça a été beaucoup commenté quand on a commencé à voir ce projet industriel arriver. C'est peut-être anecdotique, mais il faut se rendre à l'évidence, hein, notamment en Chine. Là, c'est un complexe chinois qui apparaît, qui met en avant des sites clés en main, sans pollution, zéro émission de gaz, avec l'intégralité des services que l'on a à proximité. On a même vu l'année dernière, quand on a étudié ça, avec au milieu les fameux SMR, les petits réacteurs nucléaires qui arrivent bientôt en Chine et qui permettent de faire fonctionner l'intégralité du site. Et voilà, donc je conclurai peut-être là-dessus. En France, pour bien situer un peu notre périmètre, on se sent encore une grande puissance industrielle, hein, mais on est très très loin des trois gros blocs. La Chine, c'est à peu près... alors, la Chine et l'Inde réunis, les deux pays, c'est à peu près 60% des investissements industriels dans le monde à l'heure actuelle. Après, on a 20% les États-Unis. Et puis après, 10%, on a, pas la France, hein, 10%, c'est l'Europe tout entière, à égalité à peu près avec les pays africains. Donc on est loin, loin, loin en termes de réindustrialisation de ce qui se fait dans ces trois puissances. Voilà. Rapidement, c'était quelques notions. Pour finir, donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec cet ouvrage qui a été fait par la Fabrique de l'Industrie, qui a été rédigé par 6 personnes. Nous avons la chance d'avoir M. Blin qui a participé à cet ouvrage parmi nous. Donc vous pouvez aller le consulter. Il est en diffusion libre, hein, sur Internet. Moi, je l'ai eu librement sur Internet. Voilà. Merci, j'étais peut-être un peu long, mais voilà, ça me permet de faire la transition et d'accueillir nos quatre invités pour ce soir. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre, donc Monsieur Blin, Monsieur Lespinasse, Monsieur Pruvot, Monsieur Vronsky, et vous allez vous présenter au fur et à mesure. Voilà. Oui. Merci encore de votre présence, et donc je vais effectivement vous laisser la parole. Je vais arrêter de parler, je parle trop, et je vais vous laisser donc vous présenter à tour de rôle. Donc on va commencer par Monsieur Blin, qui est ingénieur urbaniste. Je vais vous laisser présenter votre Alphaville, bonjour, dans lequel vous travaillez, et votre travail. Allez-y. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc moi je suis un peu l'urbaniste parmi le quatuor. L'idée c'était aussi de pouvoir vous partager des éléments issus de la recherche, mais aussi de la pratique d'urbanisme des industriels qu'on peut côtoyer dans certaines études. On est une agence qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui fait du programme architectural et urbain, la prospective du projet. On accompagne à la fois des collectivités, l'État, mais aussi des aménageurs, des promoteurs privés. Et ça nous arrive d'accompagner des relocalisations d'industries, souvent indirectement via les collectivités qui souhaitent maintenir ces entreprises sur leur territoire pour pouvoir maintenir ces emplois. Et donc c'est un enjeu de pouvoir gérer les conflits d'usage potentiels avec les habitants, les autres entreprises, et de pouvoir maintenir un tissu industriel en ville.
La première question que je vais vous poser, c'est, moi j'ai fait un discours rapide sur l'industrie. Est-ce que vous êtes en phase avec ce que j'ai dit sur la réindustrialisation? Est-ce que vous avez des choses, effectivement, d'autres points de vue à apporter, ou quel est votre sentiment actuellement sur la réindustrialisation que l'on voit venir ou pas? Alors, je partage tout à fait cette présentation. On a effectivement récemment une mise à l'agenda de tous ces objectifs de réindustrialisation avec France 2030, France Relance. On a aussi à l'échelle locale quand même des collectivités qui cherchent à promouvoir la fabrication locale, l'industrie. Alors, parfois, c'est plus de l'artisanat. À Paris, il y a un label fabriqué à Paris. À Bordeaux, ils ont développé l'AMI aménager, innover, redessiner, entreprendre pour accueillir des activités industrielles. Même si à l'échelle nationale, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de création nette d'usines, on a quand même un ralentissement. Il y a le baromètre qui est géré par Bercy qui, en 2022-2023, faisait état de 176 et 201 ouvertures nettes. Premier semestre 2024, on n'est plus qu'à 36, donc on a les fermetures qui commencent un peu à rattraper les ouvertures. Et on voit qu'il y a quand même des difficultés liées au contexte géopolitique et politique même national incertain qui font qu'on a du mal à continuer à ouvrir des usines en France. Mais une industrialisation, effectivement, qui est un peu en panne. Votre sentiment? Est-ce que vous avez des éléments d'explication, justement, pour cette industrialisation qui est en panne? Alors, vous en avez donné quelques-uns. Il y a quand même des éléments macro sur les prix de l'énergie, différents contextes, la guerre en Ukraine, etc., qui créent de l'incertitude pour les investissements aussi en Europe. Après, il y a de façon générale, mais ça, c'est pas propre à la France, le fait que cet accès au foncier qui est contraint proche des villes va nécessiter des efforts de toutes parts, à la fois les habitants comme les industriels, et ça nécessite des arbitrages aussi de la part des élus pour accepter d'avoir des nuisances sur leur territoire qui peuvent être contenues et maintenir de l'emploi en même temps à un endroit accessible plutôt qu'au fin fond de la Seine-et-Marne, par exemple. Et donc il y a cette fameuse loi de zéro artificialisation nette, qui peut sembler obscure. Est-ce que, je sais que vous travaillez dessus, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela correspond? Oui, alors j'ai quand même pris quelques notes pour vous redonner le contexte réglementaire, mais tout d'abord, pourquoi le zéro artificialisation nette? C'est le constat qu'on a des terres artificialisées de plus en plus importantes en France, des conséquences qui sont aujourd'hui connues, perte de biodiversité, le fait qu'on a des sols qui vont être pollués, la réduction des terres agricoles, et puis in fine des risques d'inondation, tout un tas de conséquences qui sont plutôt néfastes à l'environnement, mais aussi à la vie urbaine. Et donc, zéro artificialisation nette, dans la loi, c'est limiter toute extension de l'artificialisation d'ici 2050, ce qui implique que des aménagements des espaces agricoles, naturels ou forestiers seront encore possibles, mais conditionnés à une renaturation à proportion égale d'espaces artificialisés. Donc ça veut dire que zéro, en 2050, on est à zéro. Artificialisation, c'est toute la transformation des espaces naturels et agricoles vers un espace urbain. Alors il faut savoir que ça a beaucoup fait débat. Par exemple, les jardins, selon leur taille, sont considérés comme naturels ou artificialisés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés qu'un champ ou une forêt. Et dernièrement, le net, c'est le fait qu'on est quand même en capacité de renaturer. Donc si on transforme une friche en parc, même si c'est difficile de redonner les mêmes vertus écologiques au sol, on peut considérer qu'on a rajouté des terres naturelles. On reviendra peut-être aussi sur ces différentes normes qui à mon avis, sont appréciées des industriels. Monsieur Pruvot, donc, je vais vous laisser la parole, présenter votre entreprise avec... Je vais me lever, moi. J'ai la table ronde, c'est bien pour se lever. Bonjour à tous, je suis donc Jean-Christophe Pruvot, je suis le dirigeant de Clinea. Clinea, c'est quoi? C'est une clean tech. Alors clean, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est nettoyer. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative à la chimie traditionnelle. D'accord? De partir sur un procédé d'électrolyse du sel pour aller créer un détergent, un désinfectant pour nettoyer, désinfecter l'ensemble des surfaces d'un immeuble tertiaire, d'un hôpital, d'une clinique qu'il faut nettoyer. Voilà. Le principe, c'est un principe que vous devriez connaître normalement. C'est le principe de l'électrolyse. On prend de l'eau, du sel, donc H2O, NaCl, chlorure de sodium. On apporte de l'énergie, on dissocie les molécules, on emprisonne le sel dans des membranes protoniques et on crée à l'anode et la cathode deux produits. L'un qui est un acide hypochloreux, HClO, qui permet de désinfecter, et l'autre NaOH,
qui permet de déterger. Donc les deux grandes missions de la propreté, c'est je nettoie et je désinfecte. Donc ces deux missions sont remplies avec deux produits. Et évidemment, vous avez compris que l'avantage est vraiment dans l'écologie, puisqu'au lieu d'acheter de la chimie dans une usine chimique, d'apporter dans un camion, dans un bidon plastique, des produits qui sont a priori légèrement agressifs pour les hommes et pour la planète, vous allez produire sur place deux produits. Et donc on amène la production au cœur de l'usage, tout proche, pour rapprocher le producteur du consommateur et finalement utiliser des produits qui vont permettre de nettoyer l'ensemble des surfaces. Voilà. Donc c'est pas un long chemin pavé de roses, sachez-le. Produire en France, c'est compliqué. Il y a des normes, il y a des brevets, il y a des choses à mettre en œuvre. Et nous avons, basé notre développement autour de Puteaux. Alors, tout simplement parce que j'habite Puteaux, c'est idiot. Mais souvent, il faut chercher l'entrepreneur quand vous cherchez la localisation. Et on a démarré dans ma salle de bain pour finir dans un site semi-industriel qui est à Puteaux toujours, mais avec l'aide d'une usine qui est basée à Dieppe, qui est une usine Toshiba, donc qui est une production pour compte de tueur. On pourra en parler un petit peu. Néanmoins, nous avons des équipes de SAV, des équipes de maintenance technique qui sont hébergées à Puteaux et qui permettent de faire, entre guillemets, la notion de service qui sont indispensables. Donc moi, je n'opposerai pas complètement industrie et service. Pour moi, ils sont très, très reliés. Il est évident que l'industrie sans service, je pense que vous allez tous pouvoir être d'accord avec moi, pardon. Et donc, évidemment, ce sont et qui dit service dit proximité des clients. Donc pas d'éloignement entre l'industrie et le consommateur ou l'utilisateur du service. Voilà. Et vous avez une problématique logistique assez forte. Oui, parce qu'effectivement, nos machines, vous avez vu, ça pèse un petit peu, ça pèse 170 kilos, il faut les emmener, souvent dans des bâtiments, alors par exemple, on est chez de très beaux clients, chez Hermès par exemple, ou L'Oréal, ou des gens assez prestigieux, mais ils sont dans le stand de Paris, il faut emmener la machine au sous-sol, il faut l'équiper, il faut des camions, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis évidemment, les clients, ils veulent qu'on les aménage, qu'on les organise, enfin qu'on modifie un petit peu la machine, donc on a un atelier. Donc en fait, on fait produire chez Toshiba à Dieppe, on amène à notre atelier, on conditionne pour le client et ensuite on vient le déplacer dans le centre de Paris avec, vous imaginez bien, tous les problèmes d'accès, les embouteillages, les problèmes d'accès sécurité, parce que maintenant en plus on a eu tous ces sujets-là. Et voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais au moins on est proche de le client. Et puis derrière, pour assurer le service, c'est un service de proximité. Oui. Voilà, donc on est très, on se sent très citadin, mais et on aime ça. Et on ne va pas vous titiller sur le bilan carbone de... Bon, on reviendra. Vous avez dit, vous avez évoqué effectivement la difficulté de produire en France. Alors, Monsieur Wronski, vous êtes le directeur général d'Hervor. Je vous demandais de présenter un peu votre structure. On peut le faire a cappella, mais c'est mieux avec le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous produisons un produit qui est vieux comme le monde et qui est le compresseur d'air. Alors un compresseur d'air, c'est une machine qui transforme de l'air ambiant en air comprimé et qui est utilisée à la fois en source d'énergie et à la fois qui est utilisée dans énormément de process industriels. Alors nous, on est la dernière entreprise française à fabriquer des compresseurs d'air. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi un positionnement, donc on s'inscrit en faux, très modestement, en faux par rapport à la Renault 14. Nous ne faisons que des machines spécifiques. Donc on est complètement à contre-courant de ce que vous avez entendu depuis 20 ans et de ce que vous entendez encore. Il n'y a pas de robot chez nous, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a que de l'intelligence naturelle, et le prolongement de l'intelligence naturelle, c'est ça. Donc tout est fabriqué à la main. Nous exportons à peu près 90% de nos produits en dehors de France. Et pour l'instant, écoutez, tout va bien puisque je peux venir très modestement vous parler aujourd'hui. Alors si vous me le permettez, je vais partager avec vous rapidement ma vision de la réindustrialisation, sachant que quand on réindustrialise, je pense qu'on oublie une étape importante, c'est qu'il faut déjà maintenir son industrie. Alors moi j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. On ne m'a pas payé pour, mais je veux dire que quand on voit le bilan, c'est un peu déprimant. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup tout le monde veut réindustrialiser ? Si vous voulez, ça date du Covid. C'est-à-dire que moi à l'origine je suis un financier qui a mal tourné. Je suis désolé, je n'ai pas fait l'école d'ingénieur, moi j'étais dans la finance et j'ai repris une entreprise industrielle en 93.
Et donc nous les industriels, on a traversé vraiment un désert assez long, c'est-à-dire en clair, si on était industriel, on était un ringard, on n'avait rien compris. On n'avait pas compris ce que disaient des gens comme M. Tchuruk. Vous avez parlé de vision, je pense que M. Tchuruk a une très lourde responsabilité dans la destruction de l'industrie en France. Car on nous a expliqué que, en clair, nous en Occident, on allait réfléchir, et puis il allait avoir des gens dans des autres zones, très très loin, qui eux allaient produire. Et le résultat, si vous voulez, les gens l'ont compris avec le Covid, c'est-à-dire que la France, 6e puissance mondiale, n'est même plus capable de produire du gel et des masques. Alors c'est super, on fait des avions, mais on ne sait plus faire de masques. Et là, les gens ont compris que tout d'un coup, il s'était passé quelque chose. Alors ça, il y a eu aussi un effet positif, parce que depuis le Covid, tout le monde veut inviter un copain industriel à dîner. Donc socialement, ça a été plutôt, si vous voulez, une forme de reconnaissance sociale. Mais les pouvoirs publics ont commencé à se poser la question. Et est apparu le terme de souveraineté. C'est un terme aujourd'hui que vous entendez à toutes les sauces. Alors, la souveraineté, c'est très simple. Je veux dire, vous avez les grands discours, mais la souveraineté, c'est ne pas être obligé de se mettre à genoux pour demander à un autre pays de vous vendre un produit dont vous avez cruellement besoin. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Je vous rappelle que la France avait passé des commandes de gel et de masques, et qu'en clair, les Américains sont passés avec des valises, et ils ont pris la marchandise. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, oulala, mais pour manger, pour boire, pour se défendre, pour produire de l'énergie, il faudrait peut-être qu'on le fasse un peu nous-mêmes, parce que si demain, le pays, je vais prendre un exemple que vous connaissez peut-être, si un pays nous vend du gaz, et puis que tout d'un coup, pour une raison X, on ne veut plus lui en acheter, il se passe quoi? Alors c'est sûr, on peut se chauffer au bois, et puis on peut s'éclairer à la bougie. Mais c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, tout d'un coup, on redécouvre les vertus de l'industrie. Ce qui est d'ailleurs assez, je vais dire comme je le pense, assez effarant, parce que si vous voulez, c'est d'une évidence. Alors c'est là où j'ai plein de bonnes nouvelles, parce que je pense que l'assistance est assez jeune. Vous avez un allié qui est formidable, c'est la pyramide des âges. Et la pyramide des âges dans les pays occidentaux, elle est inversée, c'est-à-dire que vous avez plus d'anciens que de jeunes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que là, vous êtes assis sur quelque chose qui a été fabriqué. Donc on ne peut pas juste avoir des grandes idées et puis faire de la philosophie, on a besoin de produire. Et ce qu'a évoqué monsieur et d'autres personnes, c'est que l'image d'Épinal, vous avez quelqu'un comme moi qui passe dans les rangs, qui fouette les troupes, qui travaille sur de la terre battue 14 heures par jour, ça c'est bien dans la littérature, mais ça n'existe plus depuis très longtemps. Donc ça pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une conjonction astrale des planètes, aussi bien politique, géostratégique, sur la construction également de la population, qui fait que l'industrie va vraiment avoir le vent en poupe. Je ne suis pas en train de vous faire l'article, mais je le vois, parce que tout d'un coup, si vous voulez regarder ce qui se passe au niveau géopolitique, avec par exemple un pays comme la Chine, qui était considéré comme l'atelier du monde, c'est ce que M. Tchuruk défendait. Eux, ils fabriquent, nous on pense. Regardez ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a cette prise de conscience, et je pense que on n'en est pas encore à réindustrialiser massivement, mais on est déjà à essayer de conserver les savoir-faire. Et le phénomène que vous avez décrit, j'en aurais terminé avec ça, c'est l'effet Puma, c'est projet utile mais ailleurs. On s'aperçoit que ce que l'on a connu par le passé, les émanations chimiques, la pollution des sols, toute une série de choses ont été corrigées et qu'on peut faire des choses relativement intelligentes. Voilà. Merci, on reviendra un peu sur ça. Monsieur Lespinasse, Bon. même question, ouais. avec une jolie photo de votre site industriel. Donc oui, effectivement, donc nous sommes un site parisien, donc vous pouvez reconnaître, je ne sais pas si quelqu'un l'a reconnu, le château des Coins, et qui est le musée de la Renaissance. Donc vous pouvez voir que notre site industriel historique est au pied du château, à moins de 500 mètres. Et donc c'est pour ça que le thème était intéressant. C'est comment urbaniser, effectivement, avoir 600 salariés au pied d'un château avec une industrie qui est de la plasturgie, avec une trentaine de presses à injecter, 6 lignes d'extrusion, une trentaine de machines totalement automatisées qui sont au pied des habitations, avec des gens qui dorment à quelques dizaines de mètres de cette usine. Alors, pour vous montrer ce qu'on fabrique, j'aurais besoin d'un patient ou d'un cobaye. Donc, je demanderais bien à Alban, qui est notre responsable de la plasturgie de la région Île-de-France. Donc, si, Alban, tu peux me dire 2 minutes. Donc, c'est la société Polyvia. Parce que seul, avec le micro, c'est un peu difficile. Alors, je vous ai déjà apporté des produits faits en maquette 3D pour vous montrer à hauteur agrandie, on va dire 10 fois plus, ce que c'est. Vous avez donc
une seringue. Donc l'infirmière, elle vient avec une seringue pré-remplie de médicaments, elle vient se connecter dans nos produits, ça s'appelle des valves bidirectionnelles, et ensuite vous avez un cathéter, et le cathéter s'en va dans l'artère de l'avant-bras. Donc en fait, mon usine fabrique l'ensemble de ces produits. Donc en version réelle, et non pas pour les éléphants, ça ressemble plutôt à ça. Donc en général, on n'aime pas trop voir ce type de produit. C'est totalement de la plasturgie. Et les hôpitaux s'arrachent ce type de produit. Donc on en fait plus d'1 million par mois. Pourquoi ? Parce que ça protège effectivement le personnel soignant. On évite les accidents de travail à l'hôpital. Il n'y a plus d'aiguilles aux extrémités des seringues. Donc, juste pour vous situer mon site, donc c'est ce site parisien. On a 11 sites dans le monde. Celui-ci est le plus important parce qu'on est en région parisienne. C'est le site avec le siège. C'est le site qui a permis de sauver des vies grâce à sa plasturgie aussi pendant le premier confinement pour le Covid. Les ministres nous ont fait un courrier, le gouvernement, pour que notre usine tourne au maximum pendant la période du Covid pour faire les produits de réanimation. Donc c'est un site qui est dans la ville et je pense qu'après on va pouvoir aborder les différents sujets. C'est comment on fait pour faire tourner une usine dans une ville. Allez-y alors. Expliquez-nous comment on fait. C'est pas le plus simple. Plus simple, aussitôt que vous voulez faire un bâtiment, une construction, vous êtes soumis à énormément d'exigences. Aussitôt que vous êtes soumis aux bâtiments, aux architectes des bâtiments de France, vous ne pouvez quasi rien faire. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas construire jusqu'à une certaine hauteur, vous ne pouvez pas mettre certaines couleurs, vous ne pouvez pas mettre certains bardages, vous devez mettre certains bois. Et malgré ça, on a réussi en 60 ans à construire. Vous pouvez voir les différents bâtiments qui ont été apposés les uns à côté des autres, qui ont permis de faire notre croissance au niveau de notre société. Ensuite, c'est effectivement le voisinage. Le voisinage voit 30 poids lourds passer tous les matins devant sa fenêtre, devant sa chambre. Donc ça, c'est pas facile. Il faut créer un partenariat avec la mairie, leur comprendre pourquoi on est là, ce qu'on veut faire. Il faut garder un contact très proche des habitants autour de nous. Ensuite, étant un peu dans la ville, on a été obligé aussi de créer des navettes entre la gare pour faire venir notre personnel, pour que ce soit plus doux, pas faire des gros bus qui arrivent au pied de cette usine, mais des navettes de 8 à 10 personnes pour faire venir nos salariés en poste de jour. Mais notre site tourne 7 jours sur 7, donc ce qui rend complexe. C'est-à-dire que pas de nuisance non plus les samedis, les dimanches. C'est-à-dire que l'été, lorsque vous dormez à quelques dizaines de mètres de l'usine, vous ne devez pas faire de bruit. On travaille les plastiques, il y a forcément des presses, il y a forcément des machines qui font un peu de bruit, des chariots élévateurs, et tout ça nous demande beaucoup plus de contraintes, mais c'est un souhait réel de la société de rester en ville. Pourquoi en ville, aussi en région parisienne ? Parce qu'on a des partenariats avec les hôpitaux, les cliniques, les SMUR, pour développer effectivement des nouveaux produits et être proche effectivement de ces hôpitaux qui peuvent travailler main dans la main avec nous. Merci. Donc, effectivement, avec beaucoup de contraintes, vous préférez rester ici en région parisienne. Monsieur Wronski, quelles sont vos relations avec les... Vous êtes basé à Argenteuil. Vous avez certainement plein de choses à nous raconter sur vos relations avec les pouvoirs publics. N'hésitez pas. Alors, Hervor va fêter ses 80 ans cette année. Donc, ne pensez pas que j'ai l'air particulièrement jeune. Mais c'est une entreprise que j'ai reprise. Ce qui est intéressant, c'est que Hervor a été un transfuge, c'est-à-dire que le berceau d'Hervor, c'était Neuilly-sur-Seine. Les gens l'ont oublié, mais l'île de la Jatte, avant d'être ce que c'est aujourd'hui, c'était un petit peu le centre de l'accessoire automobile. Et donc, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'ai connu des entreprises qui étaient sur l'île de la Jatte. Donc, il s'est passé à Neuilly, ce qui s'est ensuite passé, donc évidemment, on nous a gentiment poussés dehors. Et donc on a atterri à Clichy-la-Garenne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à une époque maintenant révolue, la première couronne, voire même certains quartiers de Paris, tout était intégré. Les gens se posaient moins de questions. Ils étaient moins exigeants. C'était pas grave si on entendait un enfant qui pleurait, une voiture, une machine qui tournait, etc. Je veux dire, ça faisait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'il y avait une espèce de circuit court. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a créé des termes un petit peu sexy, mais tout ça existait naturellement. Donc nous, on a fait partie de toutes ces entreprises qui ont fait la première couronne de Paris, c'est-à-dire
tout ce qui est Saint-Denis, La Courneuve, Clichy, tout ça, c'était des banlieues industrielles, on ne se posait pas la question. Et puis après, on est à côté de Levallois, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis là, Levallois s'est mis en tête de faire une cité quasiment hôtelière, donc il a commencé par chasser ses entreprises. Et puis notre maire à nous, le maire de l'époque, il a fait une concurrence avec le maire de Levallois, et il a fait pareil, donc il nous a mis dehors. Donc nous, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrête d'aller dans des milieux citadins, parce qu'on aura toujours le même cycle. Et qu'aujourd'hui, on est dans une période où, si vous voulez, les gens, c'est un peu le syndrome classique du type qui achète un pavillon pas cher à côté d'un aéroport. Alors il paye pas cher parce qu'il est à côté d'un aéroport. Puis une fois qu'il est dedans, il crée une association avec 3 de ses copains pour foutre l'aéroport à 150 km. Donc ça, c'est pas dans les livres, c'est dans la vraie vie. Nous, on l'a vécu 2 fois. La 3e fois, j'ai dit, c'est fini. Et là, on s'est mis dans une magnifique zone industrielle que le monde entier nous envie, qui est pas très loin. On est à Argenteuil, c'est-à-dire à 20 minutes d'ici. Et là, on a la paix. Mais je vais comme vous raconter une petite histoire. On a la paix jusqu'au jour où on a eu un maire qui, en clair, comme beaucoup de maires, a eu des velléités de tout verdir. Alors c'est très bien, hein, mais bon, c'est pas ça la question aujourd'hui. Et donc, il a fait un truc assez intelligent, c'est qu'il a construit des pistes cyclables dans la zone industrielle. Donc, moi, je vois un vélo par jour sur ces pistes cyclables. Mais ce faisant, il a bien sûr considérablement réduit les voies d'accès, ce qui fait que tous les camions porteurs et tous les camions transporteurs, au-delà d'un certain tonnage, ne peuvent plus accéder à la zone industrielle. Et avec des grands discours, dans les médias, on adore l'industrie, enfin le truc habituel. Bon. Donc, je pense que, moi je l'ai vécu 2 fois. 2 fois on a dû déménager. Là on est dans une zone industrielle, donc on est encore relativement protégé. Mais je rappelle que par exemple Saint-Denis, c'était une gigantesque zone industrielle. Donc c'est un vrai choix de société. C'est-à-dire que la société, alors certains d'entre vous vont peut-être ne pas me trouver très sympathique, mais la société qui peut produire, qui peut rester souveraine, qui en cas de choc géopolitique n'est pas déséquilibrée. Demandez aux Allemands ce qu'ils en pensent de la guerre en Ukraine, sur la conséquence de leur industrie. C'est une catastrophe absolue. Ils ont tout misé sur l'énergie pas chère. Et ils ont aussi beaucoup misé sur la Chine. Demandez-leur ce qu'ils pensent du marché chinois qui s'est fermé. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des graves problèmes en Allemagne. Donc il y a un vrai choix de société dont nous faisons tous partie collectivement. Est-ce qu'on veut une société où il n'y a pas d'industrie, toute propre, tout le monde en vélo, c'est magnifique, mais il n'y aura pas de boulot? Argenteuil était une ville très industrielle. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, c'est là où on a construit les tronçons de la Tour Eiffel. C'est pas n'importe quoi. Il y a 25% de chômage à Argenteuil. Parce que toutes les industries ont foutu le camp, dont Dassault, dont les Ford, dont les GM. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de se dire, ah mince, alors on vit avec les symptômes, et donc on a construit, on aménage les zones industrielles. Ce ne sont plus des décharges industrielles, donc on commence à les aménager, on commence à avoir une réflexion d'ensemble. Les relations avec le maire, je vous rassure, cher monsieur, il n'a pas fait une petite poupée à mon effigie dans laquelle il plante tous les matins de longues aiguilles. Il a compris que des entreprises industrielles comme les nôtres contribuaient à ancrer les gens dans les territoires, c'est-à-dire les jeunes que vous êtes ne sont pas obligés de déménager à 300 km pour trouver un job. Donc il ne reste pas que les personnes âgées et les chômeurs. Et donc on peut avoir des écoles, on peut avoir des commerces, on peut avoir des lieux de vie. Et puis on apprend à vivre ensemble. Il y a des moments, je dirais, c'est un peu viril, mais sinon on s'ennuierait. Ouais. J'imagine très bien, oui. Je posais la même question à monsieur Pruvot. Alors, vous êtes locataire dans votre atelier, vous êtes hébergé par votre mairie, si j'ai bien compris. Oui, alors nous, effectivement, merci, pardon. Quelles sont vos relations déjà avec la mairie? Est-ce que la mairie souhaite nous, effectivement, grandir? On a beaucoup tourné autour de Plutôt, parce que nous, on est une start-up, c'est-à-dire qu'en fait, on a démarré de 0. Donc 0, c'est-à-dire moi, quoi. Donc voilà, c'est pas beaucoup, quoi. Donc c'est moi. Et puis après, on devient 2, 3, 4. Et en fait, la grande difficulté, c'est de savoir c'est quoi le local qu'il vous faut. Est-ce que c'est grand ou petit? Alors en général, comme vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est petit. Mais puis, c'est pas assez grand quand même. Donc finalement, vous êtes obligé de toujours déménager et de trouver des systèmes. Sauf que le bail 369, qui est le truc classique de l'industrie, c'est avant de dire bonjour et pouvoir rentrer chez vous, il faut payer 6 mois de loyer d'avance, il faut montrer carte blanche, il faut avoir une société qui soit viable, sinon on ne vous loue pas. Donc
c'est compliqué d'exister avant d'être très profitable. Heureusement, maintenant, il y a les offices, les bureaux office, etc. Mais ça n'existe pas pour l'industrie, ça. Ça existe que pour 2 salariés, un PC, et ça tourne. Nous, pour l'industrie, il nous faut quand même un quai, il faut un peu de matériel, quoi. Et là, c'est très compliqué. Et là, il faut faire appel au réseau. On a eu la chance de tomber sur RTE, petite société de EDF, qui avait des bâtiments un peu anciens dans des années 70, ne savait pas quoi en faire. On les a hébergés, on a été hébergés là-bas pour éviter le squat. Voilà, ça leur permettait de ne pas les gardienner. Nous, on était là pour être les gardiens. Et du coup, on n'a pas payé très cher, etc. Mais à un moment, ils ont dit, bon, bah, finalement, on va détruire, on va faire des locaux, des immeubles d'habitation. Bon, c'est pas grave, on s'en va. Et ainsi de suite. Et on a tourné comme ça. Et finalement, heureusement, la mairie de Puteaux avait un ancien bâtiment toujours aussi vieux, parce que je suis habitué aux choses vieilles, de SFR qui avait déménagé. Et ils nous hébergent, pareil, dans un bâtiment qui... C'est quand même triste, hein, en plein la Défense, un bâtiment de 5000 m² qui était inhabité depuis 15 ans. Enfin, inhabité par ces sociétés, on est dans l'industrie. Et parce que c'est compliqué, qu'il faut... Voilà, et donc nous, on dit, nous, on est ravis, faites-nous un petit loyer pas cher, et on est là-bas avec 4 autres sociétés, on est très heureux. Mais le problème du local est un vrai sujet pour les entreprises, pour celles qui sont en croissance, parce qu'on ne sait jamais quelle taille prendre, quoi. Trop gros, c'est trop cher, trop petit, c'est pas assez grand. Quand on regarde effectivement l'Île-de-France, c'est certainement une bonne nouvelle aussi, c'est une des régions dans le monde les plus innovantes. Voilà, il y a énormément de start-up qui naissent en Île-de-France et on voit qu'effectivement dès qu'elles dépassent 5, 6, elles disparaissent pour la moitié dans d'autres régions, on parlera tout à l'heure, dans les grandes métropoles régionales, beaucoup à l'étranger. Et on a une incapacité actuellement en région parisienne à héberger ces start-up. Alors, question plus générale sur la volonté politique de vous garder, politique au sens large, de la mairie jusqu'à la région. La mairie de Puteaux, territoire. C'est un secret pour personne, c'est la mairie qui profite de la Défense, donc qui effectivement est assez riche. Et donc, elle souhaite garder un équilibre entre, évidemment, les grandes entreprises qui sont à la Défense, évidemment, les artisans qui sont, évidemment, les commerces de bouche, etc. Et puis de la petite industrie, puisque Puteaux avait un passé industriel avec de Dion-Bouton qui était présent sur les usines. Et donc, il y a cette notion de garder un peu de technicité, un peu pour mélanger, pour qu'une ville, comme vous le disiez, c'est un agglomérat de fonctions, d'usages et de personnes différentes, mais qui font que le vivre ensemble est intéressant parce qu'on partage des choses. Et puis après, il y a le problème des salariés, c'est que les salariés, ils sont comme vous et moi, c'est que le week-end, ils veulent être dans des endroits agréables, ils ne vont pas forcément être trop loin. Donc il faut aussi séduire les salariés pour qu'ils viennent chez vous et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Alors, justement, au sujet de l'accès aux compétences, alors là, on est dans une école d'ingénieurs, donc on forme des techniciens, des ingénieurs et autres. Quel est votre sentiment sur... voilà, est-ce que, en étant en Île-de-France, vous profitez du bassin d'emploi francilien? Est-ce qu'il est suffisamment vaste? Est-ce qu'il est bien formé? Est-ce que vous avez des problématiques sur ce sujet d'accès aux compétences? Donc effectivement, on a de grosses difficultés depuis le Covid à recruter nos ingénieurs, nos techniciens, nos opérateurs, et il a fallu qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Comment s'ouvrir à l'extérieur? C'est effectivement se faire connaître. On n'était pas connus. Quand on va à l'hôpital, en général, on ne regarde pas les marques des produits. Et donc, personne ne savait qui on était, Vigon. Et donc, on a commencé à faire des salons. On a commencé à aller dans les écoles. Donc, par exemple, ici, ce jour, et dans d'autres écoles. Et montrer qui on était, les métiers qui étaient passionnants aussi, et les postes passionnants chez nous. On continue à peu près 40 postes ouverts à recruter. Alors, on s'est aperçu qu'effectivement, nos jeunes n'avaient pas forcément envie de venir chez nous. Et il a fallu qu'on soit un petit peu plus... montrer un peu plus ce que c'était qu'une industrie de la plasturgie, puisque effectivement on est des industriels, on est en conditions de travail comme au bloc opératoire, quasi, c'est-à-dire qu'on n'a plus que les yeux qui sont visibles lorsqu'on travaille sur le matériel de nos process. Et ce qu'on a fait pour attirer un peu plus, c'est qu'on a effectivement créé une dizaine de studios. C'est-à-dire que les jeunes disaient, nos jeunes, qu'on aime beaucoup, disaient non, j'ai pas envie d'aller jusqu'à Écouen, ça me paraît trop loin, ça paraît perdu. Donc on a acheté des maisons autour du site et on a créé des studios. Et pendant la période
d'essai. Effectivement, on met à disposition ce studio pour juste quelques dédommagements d'électricité et de gaz. Ça s'élève à peu près 150-160 €. Et donc, nos jeunes peuvent rester là pendant plusieurs mois et commencer à s'installer dans la région et voir ce que c'est que la ville d'Écouen, voir les villes avoisinantes et ensuite s'implanter dans notre région. Donc c'est déjà, oui, c'est un beau package. Rendre visible l'industrie, un des problèmes qu'on entend souvent des industriels qui essayent de recruter ici, c'est on n'est pas connu, on est au milieu des immeubles, des habitations ou autres, mais personne ne nous connaît. Donc voilà, on essaye de mettre en place ce genre de choses. Monsieur Vronsky, vous, concernant les compétences et les embauches, vous me parliez d'un positionnement peut-être un peu différent. C'est-à-dire expliquez-nous quel profil vous embauchez en ce moment. Ok. Alors, je ferais... Là, on est entre amis, hein, puisqu'il n'y a que des gens qui sont intéressés par l'industrie, il y a que des ingénieurs. Puis il y a donc qu'une c'est centaine, formidable. sur Bon. Twitch. Nous, on n'a pas de problème de recrutement parce qu'on utilise quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est le stage. Alors, je vais vous... Encore une fois... Peut-être certaines personnes qui m'écoutent ne vont pas me trouver très sympathique, mais dans la vraie vie, il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas prendre de stagiaires. Alors elles pensent que parce qu'elles prennent un stagiaire, donc là, il va être plug and play. Bon. Alors je ne suis pas en train de faire des incantations ni une leçon de choses, mais si vous voulez donner le goût de quelque chose à quelqu'un, il y a deux solutions. Soit vous avez une présentation magistrale, généralement c'est peu efficace, soit il faut toucher, il faut sentir. On a tous été enfants et on a tous été marqués par des choses qu'on a vues, qu'on a senties. Ça peut être un grand-père, ça peut être un voisin, ça peut être un prof qui nous a mis le pied à l'étrier. Donc le stage est fondamental et je pense que ça commence en 3e, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et je dirais, ça commence comme ça. Après, on a eu aussi, pendant très très longtemps en France, il y avait une doxa, il fallait clairement séparer l'entreprise de l'école. Donc c'était très dogmatique. Parce que le monde de l'entreprise, c'est l'univers impitoyable du capitalisme. Et si on fait venir des enfants dans une entreprise pour un stage, on les exploite. Donc il y avait cette barrière. Et puis la dernière chose, c'est ce que vous avez montré. C'est-à-dire pendant 30 ans, à chaque fois qu'on parle de l'industrie, c'est les pneus qui brûlent, les grèves, les fermetures de sites. Bon, c'est un petit peu un tue-l'amour quand même. Hein. Donc je pense que nous, on a, et c'est ce que dit monsieur, hein, notre rôle, c'est de vous montrer en quoi nos entreprises sont attrayantes. Alors, c'est pas seulement parce que les métiers ont changé, mais parce que c'est les métiers d'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, on vit un moment au niveau de la société avec un grand S, où beaucoup de gens se posent des questions sur leur avenir. Parce que honnêtement, quand on allume le poste aujourd'hui, en ce moment, là, c'est pas très réjouissant. Et donc, les industriels ont commencé à prendre conscience qu'il fallait un petit peu, je dirais... devenir attrayant, se mettre un petit peu de maquillage, ouvrir les portes. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. Nous, on fait des stages depuis toujours. Et parce que nous sommes dans des métiers techniques. Et un métier technique, il faut toucher. Et ça ne peut pas s'apprendre juste avec une matrice. Et la deuxième chose, parce que les pénuries de savoir-faire, elles existent depuis plus de 30 ans, hein, vous le savez bien, hein, c'est pas nouveau. Hein. Nous, on embauche massivement des seniors. L'une des catastrophes, je pèse mes mots, de ce pays, c'est d'avoir transformé les anciens en vieux. Les mots ont leur importance. Un ancien, c'est celui qui détient le savoir, celui dont on s'inspire, celui qui forme. Le vieux, c'est celui qui est inutile. C'est la bouche à nourrir inutile. Et la catastrophe absolue, c'est qu'on est considéré comme senior, donc ça c'est le terme poli parce qu'on ne dit pas toujours vieux. Vous savez à quel âge on est senior en France ? Pardon ? Bravo, 45. Donc, moi qui vous parle, je suis un senior. Donc, on va tous vivre à peu près, normalement, jusqu'à 80-85 ans, mais à 45 ans, on est périmé de la vie active. Je ne sais pas quel est le génie qui a pensé à ça, c'est une catastrophe absolue. Ce qui fait qu'on a mis sur le carreau des tas de gens à partir de 45 ans. C'est pour ça que la France a tellement de problèmes pour construire un EPR, une centrale nucléaire. Il y a des tas de gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Eh ben nous, on embauche massivement des seniors depuis 30 ans. C'est pas pour avoir la médaille du mérite, c'est parce que pour moi, c'était complètement absurde d'avoir des gens compétents
Et quand vous êtes resté sur le carreau pendant 2 ans, je peux vous garantir que quand on vous propose un job, eh bien vous vous y accrochez. Et nous, on a beaucoup de seniors qui forment nos jeunes. Et donc, on utilise un mode de transmission qui est vieux comme le monde. C'est qu'on a un ancien, nous on n'utilise pas le mot vieux, ça n'existe pas dans notre vocabulaire. On a un ancien qui travaille avec un jeune et qui lui transmet son savoir. Alors ok, c'est peut-être moins exotique que ce qu'on entend avec l'IA, etc., mais je peux vous dire que ça marche super bien. Et j'en termine, le moyen le plus puissant pour attirer des jeunes vocations, c'est qu'ils en parlent à leurs copains. S'ils sont contents chez vous parce qu'ils ont fait un super stage, que vous les payez, que vous les responsabilisez, qu'ils ont appris des choses et que pour certains ils ont un job, ils en parlent à leurs copains. Et après, vous avez un flux naturel. Donc nous avons un flux naturel. Je ne suis pas en train de faire des leçons de choses. Je vous témoigne de ce que nous avons fait. Autre question, alors sur la place de l'industrie en ville, on entend beaucoup de choses. Alors pas que en ville, mais que ça soit, quand on regarde les médias, la pression fiscale, le prix de l'électricité, les différentes pollutions sonores, visuelles, et j'en passe. Est-ce que, malgré ça, vous voyez un avenir de l'industrie là où vous êtes? Monsieur Lespinasse, vous l'avez déjà Oui, évoqué, nous, on a vraiment un avenir et c'est un choix de la famille, parce qu'on est une entreprise familiale de 2700 personnes, 600 sur le site d'Equans. On a vraiment cette volonté de rester sur Equans. On a créé un partenariat avec la région, notamment l'agglomération Roissy, de Roissy, donc Roissy Développement. Et on leur a dit, voilà, nous, on veut rester en ville, on se plaît en ville, on se plaît dans la région. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre l'extension de notre site et de pouvoir faire entrer les véhicules et les sortir? On a, avec le partenariat avec la région, avec la mairie, créé une route d'accès sur notre site, dans les champs, et ce qui nous a permis de s'implanter un peu plus sur le site et rester en ville. Des solutions existent. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Blin, vous avez étudié la question. Vous avez étudié avec vos collègues, non, c'est pas eux, avec vos collègues, le cas particulier de 2 métropoles françaises qui ont essayé d'avoir une réflexion globale sur le maintien et le développement de l'industrie dans leur périmètre. Si vous pouvez nous en parler aussi. Oui, donc c'était très intéressant d'avoir vos expériences heureuses ou malheureuses avec les pouvoirs publics. Nous, on a quand même vu donc Rennes et Bordeaux, qui sont plutôt des collectivités qui cherchent à maintenir des activités productives. Alors après, entre les discours et les réalités, parfois il peut y avoir un petit décalage, mais ce qu'on a identifié, c'est que du point de vue des collectivités, comment on peut maintenir de l'activité ou réattirer des nouvelles entreprises en ville. Alors, le premier, c'est quand même le levier réglementaire dont vous avez été un peu victime, c'est de dire, est-ce qu'on maintient des zones où dans le plan local d'urbanisme, c'est une zone industrielle, on ne peut rien construire d'autre. Dans ce cas-là, on maintient notre industrie. Par contre, si on décide que ça devient une zone hôtelière, là, vous avez des problèmes et vous devez chercher des nouveaux secteurs de développement. Bon, ça devient quand même plus difficile de changer les zonages aussi facilement, mais c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question sur Boulogne il y a 30-40 ans. Pourquoi il n'y a plus d'usine Renault à Boulogne et que c'est simplement un quartier habité, un quartier d'affaires. Pourquoi on n'a pas maintenu un minimum d'activité en ville? Il y a un deuxième levier qui est de trouver aussi, quand on a des difficultés d'accès au foncier, des moyens d'avoir plus de mètres carrés en ville, donc la densification, la mutualisation, donc c'est un peu les exemples, dont certains étaient un peu extrêmes que vous avez pu donner, mais des hôtels d'activité qui se créent. Et après, il y a aussi, donc ça c'est plutôt le rôle des architectes et puis des entreprises de se dire, est-ce qu'on se plairait au 2e étage d'un bâtiment si on nous crée une rampe, par exemple, pour que nos camions puissent livrer? Ça dépend de la taille de votre entreprise, mais en tout cas, il y a aussi une question d'adaptation et du fait que les entrepreneurs puissent se dire bon, c'est peut-être pas le mode idéal qu'on imaginait avec 10 aires de livraison de plein pied, mais ça nous permet quand même d'être proche du métro. Et puis après, c'est des leviers peut-être plus opérationnels qui vous parleront peut-être moins, mais l'idée qu'une collectivité, elle peut créer un parc public pour les activités industrielles, un village d'artisans, un hôtel industriel, en être propriétaire, donc là... être votre bailleur, quelque part, comme c'est votre cas. L'idée aussi qu'on peut chercher à avoir une décote du foncier, parce que pour un industriel, avoir un terrain d'1 hectare, 2 hectares en ville, ça peut coûter très cher. Alors, c'est les baux amphithéotiques, les baux à construction, qui sont peut-être pas le premier choix de tout industriel, mais qui, demain, peuvent vous permettre de se dire
pendant 50 ans, je suis chez moi, et dans 50 ans, peut-être que ma start-up sera plus grande, ou j'aurai d'autres sites de production ailleurs, et le terrain reviendra à la commune. Et puis le dernier levier qu'on avait identifié, c'est aussi le fait d'inciter le secteur privé. Parce qu'un promoteur immobilier, ce qu'il préfère construire, c'est des bureaux, des logements collectifs, c'est ce qu'il y a de plus rentable, entre guillemets, mais quand même, ça serait intéressant qu'ils puissent construire des locaux d'activité, éventuellement au moins en rez-de-chaussée, de pouvoir accueillir des artisans. Et c'est tous les leviers incitatifs, type appel à projet, Réinventer Paris, Inventons la métropole, où il y a eu des projets immobiliers assez ambitieux de se dire comment on peut superposer ces fonctions tout en créant les conditions pour que chacune de ces activités cohabite avec les autres. Est-ce que vous avez aussi des exemples à l'international ? Alors, à l'international, on sait que, en Asie, vous en avez cité, mais par exemple à Hong Kong, il y a beaucoup d'espaces logistiques ou d'usines qui fonctionnent avec des rampes sur une dizaine d'étages. En France, ça reste compliqué. Vous avez cité Mosinor, à Pantin, il y a un hôtel industriel qui fonctionne encore. Il y a quand même des cours en étage. Il y a quelques usines verticales en région parisienne, effectivement. Il y en a des nouvelles qui se créent aussi. Vous avez cité Hermès tout à l'heure. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, leur implantation à Pantin. Alors, je ne suis pas allé voir à 6h30 du matin comment ça fonctionnait, mais en tout cas, vous avez une aire de livraison de camions qui est implantée dans le bâtiment avec une grande hauteur sous plafond, ce qui limite quand même au maximum le bruit et puis l'occupation des poids lourds pour les riverains. Alors, c'est peut-être un peu contraignant pour les livreurs, mais ça permet... Forte. La valeur ajoutée au kilo est, à mon avis, est plutôt bonne. Oui. Donc il n'y a pas beaucoup de grosses livraisons. Pardon. Alors, le luxe peut se permettre certaines choses, mais on peut aussi espérer que d'autres secteurs d'activité puissent être dans cette cohabitation, parce que vous avez vraiment des logements en face. Je pense qu'on arrive effectivement Je peux me permettre d'ajouter une chose. J'ai eu dans mon passé, j'ai travaillé chez Elis, énorme société, enfin grosse société qui fait de la blanchisserie industrielle. Et la blanchisserie, c'est toujours implanté près des cours d'eau. Et souvent près des villes, parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre à l'époque. Maintenant, il y a plus de machines. Et effectivement, et à chaque fois qu'on avait les blanchisseries, on était toujours embêtés parce que la ville grandissait et nous embêtait. Et effectivement, ça générait du bruit, des camions qui vivent le matin, etc. Et ça fait du bruit, une blanchisserie. Mais c'est vrai qu'on se faisait et du coup, on était obligé de déplacer les usines, se mettre plus loin. Mais du coup, les salariés n'étaient pas contents parce qu'il y avait les mains. Du coup, ils devaient prendre la voiture. Il n'y a plus de transport en commun. Enfin, je crois qu'il faut tout réinventer et tout revoir pour que chacun puisse se protéger les uns les autres, mais qu'on n'exclut pas un pan entier de la société comme l'industrie d'une ville. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas, quitte à faire des choses plus petites. On va rester sur ce message d'optimisme. Il est temps de passer aux questions. Je vais vous rappeler donc les petites règles pour les questions. Donc les personnes dans la salle, vous levez bien haut la main, comme ça je vous apporte le micro et comme ça les personnes qui nous suivent à travers l'écran vont pouvoir entendre également vos questionnements. Et ceux qui nous regardent via Twitch, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions sur le chat et notre collègue pourra m'en faire part. Qui veut commencer ? Qui se lance ? J'arrive. J'ai une question pour Monsieur Lespinasse, la société Vigon. Si votre site n'existait pas aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous implanter à Écouen ? Effectivement, c'est une bonne question. Clairement, je ne pense pas. En fait, on est sur le site historique du groupe Vigon. Donc, on a pu la photo, je ne sais pas si on peut juste remontrer. En fait, les premiers produits Vigon ont été fabriqués dans ce hangar d'avion. Donc, il y avait juste la place d'un avion. Il n'existait que ça. Et effectivement, il était dans la ville. Donc, le fondateur a créé ces premiers produits-là. Il les a donnés à des chirurgiens. Ses amis chirurgiens lui ont dit « ça fonctionne, continue ». Et ensuite, il a acheté la fabrication de chaussures, qui est juste à côté. Il a continué sa fabrication. Et ensuite, en achetant les champs qui étaient, parce qu'on était au bord de la ville, en achetant les champs avoisinants, ils ont pu construire différents bâtiments. Mais je suis assez d'accord, je pense que ça serait vraiment difficile, ou alors il faut commencer, comme vous disiez, dans la baignoire, et après ressortir de la maison individuelle pour commencer à prendre un petit garage, un bâtiment un peu plus grand. Là, on a eu cette chance, de manière historique, c'est qu'effectivement, il y avait le terrain le permettait, et on a pu comme ça s'étendre dizaines d'années. D'accord, oui, parce que j'ai une petite expérience personnelle, parce que je m'intéresse au sujet. Je suis dans le sud de l'Oise. Et il y a énormément de sites industriels, mais des friches. Et j'ai discuté avec un maire, je lui avais promis de lui ramener une entreprise un jour.
Et puis je lui dis, dans ta ville, il y a plein de sites industriels, etc. Et puis je lui dis, on pourrait l'implanter là si je la trouve. Et il m'a dit, non, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, autour, il y a des habitations, des anciens sites, et les personnes qui y habitent, c'était des salariés qui travaillaient dans ces entreprises-là. Aujourd'hui, c'est tous des retraités. Et alors là, c'est même pas la peine de faire un petit peu de bruit le matin, c'est hors de question. Donc il y a des terrains, et il n'y a plus personne qui veut d'entreprise à cet endroit-là. Alors, Monsieur Blin, je ne sais pas si vous avez été confronté à ce genre de situation, mais c'est comique quand on peut en parler, mais c'est dramatique, parce qu'en fait, si on trouve des entreprises... Est-ce que c'est pas un moment où il faut réfléchir entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier ? C'est qu'en fait, on sent bien que l'intérêt particulier prime et qu'aujourd'hui, 3 personnes peuvent arrêter un projet. Ouais. Et en fait, il n'y a plus cette notion d'intérêt collectif. Et on peut imaginer, vous vous souvenez, Gérald de Gaulle qui avait lancé les plans eau avec les barrages hydroélectriques dans les années 50, ça serait plus possible aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, on en a bénéficié, on est très heureux de les avoir et ça fait 15% de l'électricité en France. Donc, vous voyez, est-ce qu'on ne devrait pas remettre le curseur un peu plus au milieu et que quand la collectivité a besoin de quelque chose, tant pis c'est un peu dur, mais tant pis pour les intérêts particuliers parce que chacun défend son précaré et c'est dommage. Oui, je suis d'accord avec vous sur l'idée effectivement d'intérêt collectif, ça je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'en fait après quand on discute avec les communautés de communes, etc., déjà en plus ils se tirent la bourre entre eux, c'est abominable, mais en fait il n'y a pas cette volonté-là, la volonté politique locale, pas de nationale, il n'y a pas cette volonté-là. Et dans l'Oise, on a un département, mais plus que sinistré, on a perdu... énormément de grosses industries, etc. Mais il y a des zones complètes qui sont disponibles. Mais c'est l'enfer pour pouvoir reparler là-dessus, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait que quelqu'un dise maintenant c'est l'intérêt collectif qui prime et pas l'intérêt individuel. Alors là, je ne sais pas qui se lancera dedans. Merci pour vos réponses. D'autres questions ? Merci. Oui, ma question s'adresse aux 3 entrepreneurs que vous êtes. J'aurais voulu savoir comment se déroulent vos rapports avec les différentes collectivités locales au quotidien. En d'autres termes, est-ce que c'est au coup par coup, en fonction d'événements bien particuliers, ou vous interagissez dans un cadre bien défini, de manière régulière Donc moi je veux bien démarrer. Donc effectivement, il faut créer un relationnel avec la mairie, avec la communauté d'agglomération. Si c'est pas construit d'années, voire en dizaines d'années, ça marche pas bien. Moi j'ai commencé à 23 ans à voir le maire et en disant voilà, on est la société qui est juste à côté de chez vous, qui est implantée sur votre territoire. Il faut qu'on prépare l'avenir. Je suis allé voir la communauté d'agglomération de Roissy. J'ai passé du temps, il faut savoir perdre du temps, si on peut dire comme ça, passer des soirées à des réunions à Roissy, en étant le petit industriel qui arrive en disant à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, des députés qui viennent, se montrer, dire voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on veut faire grandir la société dans les prochaines dizaines d'années, et il faut commencer à créer ce contact, ce partenariat. Systématiquement, il faut savoir se rendre disponible pour aller aux vœux du maire. Il faut inviter le maire à nos propres vœux. Il faut savoir prendre les informations de la mairie, même si parfois ça ne nous intéresse pas trop, du style j'ai plein de CV de personnes, regardez-les, même si vous n'avez pas de poste. Ça peut être ça. Donc c'est prendre du temps, leur répondre, créer ce partenariat. Et en fait, la relation après devient, on va dire, presque amicale. Et systématiquement, on s'appelle, on se donne des informations, on se donne les idées de projets qu'on veut mettre en place et les choses se construisent assez facilement. Pour une de mes usines, j'ai impressionné, on va dire, toute la région. En 3 mois, j'avais un permis de construire pour 3000 m² au pied d'un monument historique. C'était du jamais vu. C'était juste du relationnel qui était créé depuis 20 ans avec les autorités publiques. Merci d'en parler parce que c'est effectivement de nombreuses compétences qu'on ne voit pas forcément dans une formation d'ingénieur ou de technicien. Oui, je vous laisse le micro. Alors, moi je comprends dans le cas de votre entreprise qui finalement débute sur un tout petit espace, l'intérêt de grignoter de l'espace et de s'agrandir, je comprends. Par contre, moi ce que j'aimerais comprendre au-delà, c'est quel est l'intérêt finalement
pour une entreprise de venir s'implanter en ville, de finalement récupérer toutes les emmerdes, hein, parce que il faut gérer tout un tas d'impacts, etc. Et surtout, quand on regarde bien, surtout dans les grandes villes où il n'y a pas un déficit d'emploi, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de se battre pour aller se mettre un tas de contraintes alors qu'on pourrait effectivement profiter du déficit d'emploi dans des villes un peu plus petites, dans des secteurs un peu plus petits et peut-être beaucoup plus de facilité à s'installer, à s'implanter. Votre question est très intéressante. Alors, là, c'est historique, effectivement. C'est quelqu'un qui a inventé un produit, qui l'a développé, qui a construit, qui s'est développé. Demain, on pourrait très bien dire on s'en va, mais ça serait un drame pour la région. On fait vivre rien que sur Écouen une 50aine de familles. On sait que quand un industriel part, ne serait-ce qu'à 20 ou 30 km, il perd 50% de ses effectifs. Donc ça serait un drame aussi pour la société. Donc quand vous êtes implanté, que vous vous sentez bien et que vous faites vivre les villes avoisinantes, vous y restez. Et clairement, on s'implique aussi dans la vie de la commune. C'est-à-dire qu'on sponsorise le foot, le tennis, on fait des activités qui nous permettent de nous faire connaître, mais aussi de dire, tiens, ils sont sympas ces gens-là, ils font des choses, on pourrait peut-être travailler aussi chez eux. Donc, attendez, on va vous passer un micro, madame. Là, on parle d'implantation historique, mais quel est l'intérêt, point nouveau, d'une start-up d'aller s'embêter à aller s'installer en ville? C'est vraiment ça que je veux comprendre. Monsieur Wronski. Moi, je vais vous répondre. Aucun. Aucun. C'est du vécu, hein. Et vous voyez, quand on a été obligé de déménager 2 fois, hein, c'est parce que la ville nous a rejoints et puis nous a ceinturés. Alors moi, je vais être un peu plus impertinent que monsieur, parce que je pense que pour avoir des relations paisibles avec la mairie, c'est pas juste faire des RP. Ça dépend aussi du maire, tout simplement. Et vous avez des maires qui sont très dogmatiques et qui ont des grands idéaux, qui parfois font des ravages. Et puis vous avez des maires qui sont assez pragmatiques. Mais ça change, et parfois ça peut changer très vite. Dans une activité comme la nôtre, aujourd'hui, on n'a plus aucun intérêt à être au milieu urbain. Bien au contraire. Et quand je vois ce qui s'est passé dans notre ancienne ville, pour ceux qui connaissent, hein, Clichy-la-Garenne, c'est juste à côté, mais heureusement qu'on est parti. Heureusement. Ça aurait été ingérable. D'ailleurs, les 2 derniers industriels qui ont quitté Clichy, c'est Hervor, que vous connaissez peut-être, mais surtout Bic, que vous connaissez tous. Et on est parti pour les mêmes raisons. Alors à l'époque, le maire, il était beaucoup moins cordial, il s'appelait Catoire, pour ne pas le citer. En clair, lui, il avait décidé de faire une ville hôtelière. Et quand on lui a expliqué exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous, ça nous permet d'ancrer les gens dans les territoires, il avait dit oui, d'accord, mais enfin bon, ceux qui paient la taxe professionnelle, ce n'est pas les mêmes que ceux qui votent. Et là, on s'est regardé avec le DG de BIC, et je me dis, mais j'ai bien compris là ce qu'il nous a dit. Il s'est marré, il a dit oui. Et nous, on est parti 6 mois après. Donc aujourd'hui, on n'en a aucun. Par contre, quand vous faites une start-up, bon, c'est ce que disait monsieur, je veux dire, vous faites une start-up, vous n'avez pas des grosses mires mortes. Nous, on fait des compresseurs de 16 tonnes. Vous voyez, je suis le seul qui n'est pas venu avec un produit. C'était un peu compliqué pour vous l'amener. Bon, vous imaginez 16 tonnes avenue Montaigne, c'est peut-être possible, mais c'est un petit challenge quand même. Bon, vous faites une start-up un peu sympathique qui ne fait pas de bruit, il n'y a pas de système chimique. Mais si vous deviez emménager dans un hôtel à start-up avec des bains chimiques, des émanations, je ne suis pas sûr qu'on vous accueille à bras ouverts. Donc, pour certains types d'activités, il n'y a pas d'intérêt. Charge aux villes, comme Argenteuil, qui ont un foncier industriel très important, monsieur l'a rappelé, dans l'Oise, hein, il y a eu énormément d'entreprises, d'être intelligent et de pouvoir faire vivre ce foncier. Et juste un complément par rapport à ce que vous disiez. Ce qui est à la fois... Ce qui me rend très optimiste et ce que je trouve à la fois très désespérant, c'est que la clé pour maintenir ces villes industrielles, c'est extrêmement simple. Et il y a beaucoup de théories et il y a très peu de pragmatisme. Je vais vous citer 2 exemples très simples. Très très simples. La zone industrielle du Val d'Argent, l'Argenteuil, c'est la plus grande zone industrielle d'Île-de-France. La plus grande. Alors, je n'ai pas vos qualités de diplomate. Moi, je me suis tamponné le maire en frontal de l'époque parce qu'il ne voulait pas mettre des navettes entre la gare RER et la zone industrielle. 1,6 km. Donc je lui dis voilà,
Et puis il nous disait qu'il fallait plus de femmes dans l'industrie. Alors c'est bien, donc imaginez-vous, vous êtes au mois de décembre, à 5 heures il fait nuit, vous faites 1,6 km à pied aller et 1,6 km retour. Et donc il a fallu se bagarrer pour mettre des navettes. À date, nous ça fait 23 ans qu'on est là, il n'y a toujours pas de restaurant dans la zone industrielle. Vous voyez qu'on est loin des grands plans en calcul. Donc il n'y a pas de restaurant. Donc, je réponds à votre question indirectement parce que beaucoup d'entreprises se sont dit pour attirer des jeunes talents, il faut qu'on puisse avoir des lieux de vie sympathiques, des restaurants qui manquent dans ces endroits-là. Donc, on est un peu contraint d'aller dans la ville ou dans un truc qui est une espèce d'ersatz entre la ville et la zone industrielle. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des tas de choses à faire et il manque le basique. Et je crois que vous avez raison, parce qu'en fait, il faut imaginer la vie dans une zone industrielle. Hein. Vous avez tous été, vous y allez, faut y aller, bien sûr. Il faut que vous êtes là-bas, vous êtes coincé pour le déjeuner, vous ne pouvez pas déjeuner avec des amis, vous ne pouvez rien faire. Vous repartez, c'est boulot, vous repartez à 5 heures. Il faut qu'il y ait une cantine, et encore quand il y en a une. Quand il y a une petite boîte, il n'y a pas de cantine. Donc c'est tout le monde à la gamelle. Honnêtement, ça fait rêver personne. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se tapent ça. Je suis désolé pour eux, mais quand vous êtes en ville, il y a quand même un petit peu plus. Voilà, il y a des tickets restaurants, vous pouvez aller dehors. C'est un peu plus gai, hein, votre vision. Donc, en fait, si on veut cantonner l'industrie et la faire mourir, on continue comme ça. On la met bien loin, dans un parc gardé, avec une barrière qui se lève. Pas de comme vous disiez, c'est horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dommage parce que l'industrie, c'est aussi du produit, c'est l'intelligence, c'est notre passé. On a été la plus grande nation à la fin du 19e siècle à inventer l'électricité, l'avion, la voiture. Enfin, c'est dingue. On a un esprit français d'inventivité qui existe. Donc c'est dommage de s'en passer. Vous êtes là, la meilleure preuve. Allez-y, quoi. Je veux dire, moi, j'ai inventé, Jésus a fait transformer l'eau en vin, moi je transforme l'eau en produit désinfectant quand même. Vous voyez, je suis fier. Voilà, c'est pas énorme, mais quand même. C'est bien, vous allez démarrer un culte. Ah bah voilà. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Déclaration christique. Voilà. Ouais, donc juste une question qui a été évitée, mais je ne sais pas pour quelle raison. En fait, le prix de la main-d'œuvre est nécessairement plus élevé en zone urbaine. Donc, quel est votre avis sur ça? Est-ce que ça peut constituer un frein ou pas? Et voilà. Évidemment que le prix de revient, c'est important. Mais vous savez, ce qui est le plus fondamental, c'est la proposition de valeur que vous avez au client. Et on ne peut pas vendre nos produits à n'importe quel prix. Mais quand vous avez une vraie proposition de valeur à un client, croyez-moi, il est prêt à payer le prix. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que moi je suis très optimiste sur l'industrie, vraiment, Jean, c'est que les entreprises industrielles comme nous qui ont survécu à tous ceux contre quoi on a dû se bagarrer. Si vous suivez un peu l'économie, depuis 2020, il y a eu 7 crises systémiques. 7. Moi, avant ça, j'en avais géré 6 en 25 ans. Donc les boîtes qui ont survécu, elles ont une vraie proposition de valeur. Et donc elles ont un vrai service qu'elles apportent. Et donc d'avoir des gens qui sont compétents et qui sont plus chers, c'est pas un sujet. Le problème, c'est de les attirer. Donc je suis tout à fait d'accord. Dernière remarque, et puis allez-y. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, il y a quand même certains produits que vous ne pouvez plus fabriquer en région d'Île-de-France. Ça, il faut en être certain. Donc effectivement, il faut avoir des produits avec une certaine valeur. Les grands groupes comme le nôtre, et encore quand je dis grands groupes, c'est 2700 personnes, effectivement, on a toujours des usines où on peut faire des produits où il y a très peu de marge. On a une usine de 400 personnes à l'île Maurice. Effectivement, on parle de 3-4 euros de l'heure par rapport à des salaires Île-de-France qui sont plutôt aux alentours dans nos usines de 40 euros. Donc effectivement, tous les produits ne peuvent plus être fabriqués en région d'Île-de-France. Ça ne tient qu'à moi ce que je dis. Hein, mais... Voilà, tout à fait. On est en phase. Ouais, on est en phase. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. On va... Et peut-être pour compléter, mais même sous forme d'une question, c'est-à-dire que le coût de votre main-d'œuvre, c'est aussi, j'imagine, le coût de la main-d'œuvre qui s'en va, que vous formez, si elle n'est pas suffisamment ancrée sur votre territoire, parce que vous êtes au fin fond d'une zone industrielle peu accessible. Pour moi, Argenteuil, vous êtes quand même en ville. Vous n'êtes peut-être pas en centre-ville, mais vous n'êtes pas à Coulommiers ni à Aubergenville. Voilà. On va en rester là. Malheureusement, on doit arrêter. Déjà, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour votre prestation. Vous pouvez les applaudir.
on va pouvoir continuer les discussions parce qu'il y a plein de sujets effectivement qu'on n'a pas abordés juste à côté. Je vais laisser la parole à Héloïse. Merci à tous donc pour votre présence. Merci à vous évidemment nos intervenants du jour, Monsieur Guillemot qui a animé cette table ronde. Comme vous le voyez, donc on se retrouve le 18 mars, donc dans un mois tout pile. Et là, on abordera un sujet donc pour notre département système d'information sur le 5G et le système embarqué, un duo pour l'IoT. On a nos collègues qui travaillent d'arrache-pied sur le sujet, donc on vous attend nombreux. N'hésitez pas donc en présentiel de vous inscrire via le formulaire qui est déjà en ligne, mais également donc à suivre sur notre chaîne Twitch. Donc pour ceux qui sont présents, on vous attend au cocktail qui se trouve juste à côté pour continuer les débats évidemment et rencontrer les intervenants face à face. Merci à tous.